Voilà, donc bonjour à toutes et à tous et puis bienvenue sur ce webinaire sur, comment, lever des fonds dans le secteur du web 3. Donc, nous avons donc, 2 invités pour cela, donc le docteur Caroline Hervé, qui est basée à Bonjour. Antibes. Bonjour Caroline. Et puis, Francis HM qui est basé à pas très loin de chez Caroline d'ailleurs à Cannes, hein. Donc, Bonjour à tous. Caroline Caroline, voilà, donc est docteur en traitement de l'information et des données complexes, et Francis est en même temps CEO de Alpha Web 3, qui propose des prestations de services informatiques et aussi sur l'internet, l'internet des objets et de la blockchain. Tu préciseras, là je fais une présentation très rapide. Et Oui. Francis, donc c'est le CEO d'une solution qui s'appelle Connext, solution sur l'historique de vos véhicules. Donc voilà, donc pendant 1 heure, on va échanger, on va discuter sur la levée de fonds, comment avoir des fonds pour pouvoir développer ces projets. Et j'en profiterai aussi en tant que CEO de Wallcrypt de parler de la levée de fonds que Wallcrypt est actuellement aussi en train de mettre en place. Alors, pour commencer, on va laisser la parole à Caroline. Caroline, est-ce que tu peux te présenter qui tu es et te parler de ton projet? Et ensuite, on rentrera dans le vif du sujet au niveau de la partie levée de fonds. Voilà, Caroline, je te laisse la parole. Merci, Bonjour, Red. Voilà, donc hop. Alors attends, merci Jean-Luc. On accueille encore quelques... voilà, on accueille encore quelques personnes. On gens. va demander effectivement de couper effectivement voilà. Tac, je vais m'en occuper ici. Voilà. Merci, Tagadagadaga. merci Jean-Luc de nous recevoir sur la chaîne Wallcrypt. C'est toujours avec beaucoup d'énergie et de bonheur qu'on participe aux événements de ce groupe autour du Web3 et des nouvelles technologies. Donc pour ma part, je suis dans ce domaine depuis quasiment toujours. Toujours très curieuse de voir comment le monde se transforme au niveau de cette interactivité, on va dire, entre l'être humain et les technologies. Et on va dire que depuis que j'ai commencé à être ingénieure, puis docteur en traitement de l'information, je n'ai cessé de chercher les nouvelles technologies qui vont transformer notre monde. Donc j'ai travaillé pour ma part 10 ans en tant qu'ingénieur et développement R&D chez Thales Défense Mission Système, donc pendant 10 ans, avant de devenir entrepreneur, d'obtenir un prix pour une application mobile, de lever des fonds une première fois auprès de petits business angels, puis d'aller au CES de Las Vegas, donc le grand salon international des startups pour ceux qui connaissent, primé par la région Sud, donc supporté par la région Sud en 2020, avec des promesses d'investissement autour de 2 millions dans cette idée d'application que j'avais eue pour mettre en connexion les gens là où ils sont avec leur centre d'intérêt, donc un algorithme un petit peu qui les aidait à trouver ce qu'ils cherchaient autour d'eux. Puis ensuite, avec le Covid, des moments difficiles, des moments où les investisseurs s'en vont parce que le marché qu'on vise, c'est l'événementiel, le tourisme. Et du coup, une levée de fonds qui ne se fait pas. Et donc, j'ai rebondi sur la blockchain parce que je me suis dit, bah, tiens, les investisseurs sont dans la finance, qu'est-ce qu'ils font? Puis j'ai vu le Bitcoin, les nouvelles technologies, et je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas être là-dedans? Donc, j'ai fait ma première collection de NFT parce que j'ai un petit côté artiste aussi. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas faire une démo pour montrer que je sais faire des NFT. J'ai créé une plateforme avec vente de NFT et j'ai été repérée par un artiste américain, enfin, du moins les gens de son projet, qui n'est autre que 6ix9ine, le rappeur qui est assez vu, on va dire, sur les réseaux, mais avec un gros challenge, puisqu'il m'avait pris pour un contrat où il devait y avoir 9 millions dessus à terme pour la vente des NFT. Donc, beaucoup de contraintes de process de sécurité. Moi, j'adore ça parce que j'ai travaillé pour l'armée, donc je connais bien toutes ces contraintes. Donc, j'ai réalisé ce smart contract on va dire ça s'est très bien passé. Bon, les ventes n'ont pas eu autant de succès que prévu parce que l'Ethereum était en train de chuter en mai 2022. Et après, j'ai été prise par d'autres startups pour faire des analyses de business model Web 2, passage au Web 3, interface aussi compatible Web 3, que ce soit au niveau du métaverse ou de la blockchain, puisqu'on sait que le métaverse, c'est l'UX de demain.
Et la blockchain, c'est le back-end de demain. Donc aujourd'hui, les serveurs que j'appelle Web 2 sont les serveurs classiques où beaucoup d'informations transitent. Et après, au niveau des interfaces, on a la 3D. Donc voilà, je suis dans ces technologies. J'ai aussi fait des formations pour les gens qui n'y comprennent rien, parce que énormément aussi d'arnaques dans le domaine de la finance. Donc vraiment le besoin pour les gens de comprendre comment fonctionne un wallet, comment se mettre en sécurité, que ce soit pour les projets ou pour chaque individu qui veut investir. Ensuite, malgré moi, en fait, j'avais fait une carte, voilà comment est né le projet. J'ai fait une carte de visite digitale dans mon ongle pour être un peu geek et partager en fait de manière plus efficace ma carte de visite. Et donc elle était téléchargeable en quelques secondes via mon ongle. Et puis ensuite, j'ai commencé à créer des bijoux qui m'ont été demandés par les personnes. J'aimerais bien avoir le même bijou que toi, j'aimerais pouvoir avoir aussi cette carte de visite. Et donc j'ai décidé de créer mon propre système Web 2 pour l'instant, qui est en fait un mini site internet où on peut créer sa carte et la changer et garder dans l'objet en fait, la même information. C'est-à-dire qu'on peut faire évoluer l'information dans son bijou. Donc là, en ce moment, je conçois des bijoux, notamment en joaillerie. Du coup, là, on a une bague, voilà, de type joaillerie avec, un dépôt de design à l'INPI pour protéger le concept. Et je commence à avoir des commandes là-dessus. Donc je suis dans, en fait, les bijoux connectés qui soient, en fait, très simples avec déjà une belle valorisation du bijou, qui est entre 1 x 5 et 1 x 10, puisqu'on le rend quand même technologique. Et du coup, ça permet en fait d'avoir tout type de personnes, à la fois des personnes qui peuvent vouloir faire aussi autre chose en termes de service, puisque au niveau du service, on peut très bien faire aussi une déclaration d'amour, y mettre les souvenirs de mariage. Donc on peut toucher ce marché-là aussi, le marché un peu de l'émotionnel, ce qui me correspond bien, puisque pendant 10 ans, j'ai beaucoup forcé dans tout ce qui est carré. Donc ça m'a formaté, ça m'a aidé à structurer mon cerveau. Mais je suis plus du domaine de l'artistique, la création. Et donc, par exemple, j'ai aussi fait pour le concept store un coquillage connecté sous forme de bijoux qui permet justement d'échanger la carte de visite des lieux. On m'a aussi proposé d'intégrer dans une marque de sac où on va pouvoir créer sa carte de visite à l'image de la marque. Donc, je fais à la fois en marque blanche et avec des créations qui sont de moi et d'autres créateurs. Donc, je réunis tout un pool de créateurs. J'ai même mis ces technologies dans les œuvres d'art, y compris des animations avec l'IA, parce que je parle de Web 5, vous verrez que je parle de Web 5. Donc, pour moi, c'est le Web 3 où on ajoute les objets connectés et l'IA, parce qu'en fait, ces ensembles de technologies vont nous permettre à la fois de gagner du temps et de rendre les choses plus, on va dire, que la com s'accélère, en fin de compte. La com, aujourd'hui, elle a un certain niveau, mais elle va passer à un autre niveau. Donc, je suis vraiment surorientée là-dessus. Et au niveau de la levée de fonds, donc j'ai 2 principes. J'ai un principe qui est celui de la start-up, donc levée de fonds en start-up, où on va acheter des parts avec une valorisation au départ, sachant que moi-même, j'ai déjà investi 200 000 en termes d'immatériel et de matériel, puisque j'ai un concept store où je vends déjà et j'ai déjà des clients. Et ensuite, aussi la possibilité d'investir dans les matières premières des bijoux, enfin en particulier ceux de la joaillerie, pour arriver en fait à 10% par an de rentabilité pour l'investisseur. Donc là, on a une garantie sur le bijou, du coup, qui va être en mode hypothèque si jamais on n'arrive pas à faire les 10% par an. Donc j'ai à la fois une levée, on va dire classique et une levée plus facile et sécurisée pour les investisseurs, mais avec un gain aussi plus raisonnable. Donc en ce qui concerne le Web 3, je veux que toutes les données personnelles puissent être protégées par la blockchain. Donc c'est ça en fait le côté Web 3 de ce projet, c'est vraiment l'éthique sur les données. Et aussi, on peut très bien aussi, pour les créateurs, les artistes, créer des métaverses dans lesquels les bijoux seront connectés à leur métaverse. Donc on est aussi dans ces technos-là et on peut aussi mettre une IA qui va faire la déclaration. Voilà. Il y a toutes sortes de services et d'interactivités qu'on peut intégrer dedans.
Et voilà, je crois que j'ai un Très peu tout bien. dit. Je crois Bah, qu'on on y regardera. reviendra, voilà, mais voilà, c'est très complet. Merci Caroline. On va Merci. donc maintenant laisser la parole à Francis. Merci pour donc cette présentation. Et donc Francis, écoute, voilà, je vais te demander de effectivement, hop, effet. Donc désactiver la mise en avant. Je te mets en avant. Voilà, si tu peux effectivement, à ton tour, présenter qui tu es, ce que tu fais, et quel est ton projet, depuis quand tu développes ce projet. Et ensuite, on reviendra spécifiquement sur cette notion de levée de fonds, plus particulièrement. Voilà, je te laisse la parole. Yes, yes. Eh bien, bonjour à tous. Moi, Francis Hachem, je suis entrepreneur depuis toujours, 25, 26, 27 ans, je ne compte plus les années, principalement dans l'IT. Donc, je viens de l'univers de l'IT, passionné de nouvelles techno et d'innovation. Jusqu'à environ 2017, j'étais plutôt en société de service où on s'intéressait énormément en fait aux technologies émergentes. Donc dès qu'il y avait des nouvelles technologies, on essayait d'adopter ça pour les proposer à nos clients. Et puis en 2017, petit changement dans ma vie, j'ai décidé de passer, de faire autre chose. Et j'ai eu l'idée de la société que j'ai fondée, donc 2 ans après, Codnect, que j'ai fondée donc en 2019. Codnect qui a pour mission la traçabilité de l'historique du véhicule. En fait, aujourd'hui, on se rend compte et beaucoup ont déjà vécu l'expérience d'acheter, une voiture d'occasion et de se faire arnaquer. Soit, kilométrage, soit des vices cachés, ou des entretiens qui ne sont pas effectués. Voilà, parti de ce constat-là, je me suis dit, «Il y a un truc à faire». Je m'étais intéressé, à l'univers des cryptos, un petit peu avant, donc en 2016-2017 et je comprenais un petit peu ce qu'était, la blockchain derrière, même si, mon intérêt à l'époque était vraiment crypto. Et je me suis dit: «Bah, tiens, si on veut de la traçabilité dans l'historique des véhicules, peut-être que la blockchain peut être un super outil». Et puis voilà et fort de mon intérêt pour, l'innovation, donc j'ai un peu creusé. Je me suis aussi pas mal entouré, notamment de gens qui étaient dans la blockchain à l'époque, qui ont rejoint le projet. Et puis rapidement en fait, on a développé des choses, autour de ça. Donc aujourd'hui, c'est quoi? C'est une application mobile, qui va être entre les mains des utilisateurs, qu'ils soient utilisateurs, privés ou d'entreprise et pour l'entreprise, un SaaS de gestion de flotte qui leur permet de mieux gérer, la flotte de véhicules, mieux tracer les entretiens et mieux valoriser le véhicule pour, en fin de contrat, en fait, éviter des pénalités quand ils rendent, les véhicules aux loueurs. Et le tout, backé par, la blockchain. On a développé une blockchain, sur, Avalanche, donc pour avoir un écosystème pour l'industrie auto, et assurance, avec les critères qui sont, ceux de ce secteur. Rapidement pour, parler de la levée, puisque de toute façon on va en parler plus en détail après. Donc aujourd'hui, on lève des fonds un peu en mode hybride, également comme Caroline. On a une première levée qui est plutôt, une levée en fait, comment dire? Qui est plus sécurisante pour l'investisseur, qui lui permet en fait en souscrivant, eh bien de recevoir des redevances sur le chiffre d'affaires généré pendant 5 ans, tous les mois pendant 5 ans. C'est ce qu'on appelle du revenu-based financing et donc ça, c'est vraiment super intéressant parce que ça permet non pas d'attendre l'exit ou d'attendre, un second tour, ou autre pour, quelque part avoir du retour sur investissement. On l'a tous les mois, dès les premiers mois et puis ensuite, levée beaucoup plus, traditionnelle donc en BSAR pour faire le bridge et en equity, à terme, avec un horizon, en 2e trimestre 2025. Mais bon, on va parler un peu plus en détail tout à l'heure des 2 types de levées, enfin d'autres types de levées également et pourquoi, avoir choisi notamment le RBF. Très bien, mais écoute, merci pour cette présentation, cette mise en avant, je dirais, de ton entreprise et puis aussi de cette levée de fonds qui est en cours, qui a démarré quand donc La campagne, de revenu-based financing a démarré en septembre. Elle hmm. se termine, au 31 décembre.
Et donc les gens peuvent souscrire directement via le site. En fait, c'est je vais en dire deux, trois mots parce que c'est vraiment super intéressant pour les entrepreneurs. C'est quelque chose en fait qui se met en place très facilement. Donc nous, on a choisi le partenaire Ace Fund, donc qui est de l'écosystème Web3. En gros, on lève 200 000 euros, on divise en 2000 tickets de 100 euros. Les gens peuvent souscrire 1, 2 ou 10 tickets ou les 2000 hein, s'ils le souhaitent. En tout cas, ce qui reste à souscrire. Et derrière, donc ils reçoivent des royalties tous les mois. À compter de janvier, donc à la fin de la campagne de levée, à compter de janvier 2025, dès janvier, tous les mois, pendant 5 ans, ils reçoivent des royalties. Et ils Donc peuvent ça, mettre voilà, à ça partir de c'est 100 euros, c'est ça en fait, hein? ils peuvent mettre à partir de 100 €, exactement. L'intérêt également de ce type de financement, c'est que c'est un investissement qui est liquide. C'est-à-dire que si au bout d'1 an ou 2 ans, l'investisseur dit: «Bah, tiens, moi j'ai besoin de récupérer des fonds parce que, voilà, j'ai besoin de fonds tout simplement», Mhm. sur la même plateforme, en fait, il revend, ses tickets, et ça se fait de gré à gré. Donc, pareil, il y a pas besoin de paperasse longue, comme on peut avoir je dirais, quand on fait une session de part classique avec des délais de préemption, et cetera. Non, il n'y a pas tout ça. Je mets sur la plateforme mes tickets à revendre. Quelqu'un veut les acheter le jour même, il me fait un virement et c'est fait. L'opération est faite. Donc c'est assez simple, c'est assez fluide et c'est vraiment, enfin, c'est top. À mettre en place, c'est vraiment top. Et il peut les revendre, il revend le même prix ou il peut les revendre le prix qu'il souhaite? Il y revend le prix qu'il souhaite. Donc soit au même prix parce qu'il est pressé et il a besoin de fonds, soit moins cher d'ailleurs, il fait ce qu'il veut, ou soit effectivement, plus valorisé parce que, bah, normalement, il y en a plus à vendre, puisque la campagne s'arrête en fait fin décembre. Donc, si c'est dans 6 mois, eh bien, et que quelqu'un est intéressé, il peut effectivement négocier le prix qu'il souhaite. Et Et ça, qu'est-ce qui, on n'a pas de regard dessus, nous, en tant qu'entreprise, en tant que start-up, on laisse les gens faire ce qu'ils veulent. d'accord. Et donc, si j'ai bien compris, ça dure 5 ans, c'est ça? Ils Oui, touchent pendant ouais, 5 ans et au bout des 5 ans, il se passe quoi? exactement. Au bout des 5 ans, le contrat s'arrête, Mmh. de facto. Donc, les gens ont touché durant 5 ans. Alors nous, selon nos prévisions, sur les 5 années, comment dire? Le prévisionnel, prévoit environ, 1 fois 5 de la mise de départ. Ça peut être plus, ça peut être bien sûr moins. Tout va dépendre de la réussite en fait, de nos objectifs. Mais si on explose alors, nous ce qu'on a fait, moi par prudence, en fait le prévisionnel est calé sur le marché français. Mais nous notre marché n'est pas que français. On commence déjà, à prospecter, dans les pays, frontaliers, donc on a une volonté européenne à minima. Mais voilà, quand on fait un prévisionnel avec un retour sur investissement de x5, attention, ce n'est pas garanti et je mets toutes les réserves, qui doivent être mises. Mais voilà, selon le prévisionnel, donc x5 sur le marché français, mais ça peut être beaucoup plus, donc en adressant les marchés des autres pays. D'accord, sachant que je crois que Icegood d'ailleurs est basé en Belgique, il me semble, non? Ouais, exactement, exactement. Ils sont basés en Belgique, ils ont, déjà aidé, quelques entreprises à se financer, notamment, une entreprise qu'on voit partout sur les événements, crypto, donc qui s'appelle Selfbar Mmh. et oui, oui, c'est un enfin moi, c'est un outil que je vends, à tous mes potes, entrepreneurs, parce que je trouve que c'est vraiment une super solution. Et c'est une solution qui est facile à mettre en place quoi, en fait, hein? Ouais, en quelques jours, ça se paramètre facilement avec l'équipe d'Ace Good. Non, non, c'est très simple à mettre en place et enfin, voilà, sur un plan opérationnel, administratif et cetera, c'est ultra rapide. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a amené, après on reviendra donc sur Caroline, mais qu'est-ce qui t'a amené donc, toi à choisir, je dirais donc cette solution? Ce qui serait intéressant aussi, je dirais donc, c'est ton retour d'expérience, parce que j'imagine qu'au Ouais, départ tu as dû financer tout ce projet toi-même, tu as en dû, je pense partie, ouais, personnellement mettre, je dirais de pas mal de moyens, aussi bien en tant que pécunier. absolument. Voilà, donc ça s'écrit comment? Donc effectivement, Ice Good, c'est A
C-E et Good, je crois, en fait, hein. C'est ça, en fait, Ouais, hein. G2O-D, donc il y a Ace Good, il y a également le site Ace Fund, donc ACEFUND.io. Hem Et puis voilà, puis après, de toute façon, au pire, les gens m'écrivent, ils peuvent également écrire au CEO qui est Grégory Montfort, qu'on trouve facilement sur LinkedIn, donc voilà, n'hésitez pas même à me demander, je vous mettrai en relation. Voilà, Hem, je suis en train de, ouais, voilà, de trouver le lien, comme ça je vais yes, le mettre je mets dans dans le le chat. chat. C'est, Yes. euh, voilà. Ouais, c'est ça. Donc pour répondre à ta question, donc oui, effectivement, donc moi, en fait, j'ai démarré avec mes propres fonds, au départ, j'ai fait une levée auprès de Business Angels il y a un peu plus de 2 ans, donc j'avais levé 100 000 €. Ensuite, j'ai eu la chance, de vendre ma maison, il y a un peu plus de 2 ans, donc j'ai pu mettre, également, un petit billet de 400 000, donc qui a financé, je dirais l'entreprise pendant ces 2 années, 2 années et demie. Et puis, bah, l'an dernier, j'ai commencé à prospecter des investisseurs, des BA, des VC également, en ayant, je dirais, la naïveté de croire que parce que mon projet est extraordinaire, donc je vais pouvoir lever facilement. Et ben non, ça marche pas comme ça. Surtout en 2024, Ah, ça a c'est là été que une ça année devient très difficile. intéressant. Et ouais. Ben oui, parce que, hem, en fait, alors j'ai fait plein d'entretiens, mais vraiment plein, donc avec plein de types d'investisseurs différents. Déjà ce que je ne ferai plus aujourd'hui, c'est, m'adresser à des VC, surtout en début de projet. Pourquoi? Parce que les VC ont besoin de track record, ont besoin Est-ce que d'avoir tu peux déjà en dire fait du je sais pas chiffre si tout le d'affaires. monde sait ce que c'est qu'un VC, si tu peux dire ce que c'est qu'un Ouais, VC. c'est un venture capital, c'est un fonds de venture en fait, c'est-à-dire que, donc ils ont de l'argent, à investir de plusieurs, fonds, et ils sont chargés de trouver, bah, des startups dans lesquelles investir l'argent de leurs clients. Hem, donc mais voilà, donc ça reste c'est un fonds, c'est purement financier. Ils rentrent, ils ont besoin de faire un exit au bout de 7, 8 ans, et puis, voilà et faire un multiple. Donc ce sont des gens en fait qui prennent un peu de risques, de moins en moins maintenant, mais qui se disent en gros sur un portefeuille de 10 entreprises, on est capable je dirais de voir, 7-8 échecs. Il nous faut une pépite qui, en fait, qui permettent de gagner suffisamment d'argent pour, couvrir les pertes des 7-8 autres et puis, une dernière qui est un peu à l'équilibre. Donc voilà, ce sont des fonds qui rassemblent les fonds de plusieurs investisseurs. Aujourd'hui, en fait, sont des gens qui prennent très peu de risques, qui veulent investir dans des entreprises, qui ont déjà un historique de chiffre d'affaires. Et si tu veux, nous, en tant que start-up, quand tu vas les voir, tu leur dis: «Ouais, mais bon, moi, si je vais vous voir, c'est parce que j'ai besoin de votre argent pour faire du chiffre d'affaires. Si j'avais déjà du chiffre d'affaires, j'irais pas vous voir». Mais bon, aujourd'hui, en tout cas, leur thèse est comme ça. Voilà, il faut s'y faire. Il y a toujours des exceptions. On peut tomber sur des VC qui comprennent vraiment la verticale, la problématique qu'on adresse et qui peuvent tout de suite, en fait, heu, voilà, être intéressés par le projet. Mais voilà, globalement, moi, en tout cas, aujourd'hui, je m'adresse plus à ce type d'investisseurs. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est plus les business angels. Business angels qui, cette fois-ci, bah, peuvent comprendre ton projet, idéalement sont du secteur. Donc nous, pour ce qui nous concerne, automobile, assurance, voire Web3, parce qu'on a quand même le volet Web3, sont des gens avec lesquels tu peux discuter, sont des gens qui investissent un peu plus, sur la personne, hem, également sur le projet bien sûr, mais il faut voilà, il y a quand même un rapport de gré à gré, donc ce sont les gens que je vais aller voir en ce moment. Mais en attendant, et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi cette option de financement de revenu-based financing, en attendant, parce que ces process sont quand même longs, il faut rencontrer les gens, il faut discuter avec eux et puis quand bien même tu dis: «OK, on est d'accord»,
bah, il y a tout le volet administratif qui prend aussi un peu de temps, et cetera. Et pendant ce temps-là, toi, tu as besoin quand même d'avancer, de financer, tes développements, tes évolutions, et donc le revenu-based financing est pour ça topissime. C'est la raison pour laquelle, j'ai fait le choix, en fait, de ce type de financement. Parce que c'est rapide, parce que les gens, quand ils souscrivent, tu reçois l'argent, bah, le jour même, voire, au bout de 24 heures en fonction des banques, pour faire le virement, mais c'est assez rapide. C'est vraiment très, très souple et très rapide. Et ça nous permet, bah, d'attendre, d'avoir des investissements d'investisseurs un peu plus, j'allais dire un peu plus professionnels. Très bien, bah écoute, c'était, très intéressant, d'avoir, donc, ton retour d'expérience, enfin, qui est Mmh. toujours en cours, hein, puisque l'objectif C'est maintenant, c'est toujours de en cours, oui. continuer effectivement à lever des fonds. Je vais peut-être maintenant Eh oui. reprendre, poser quelques questions aussi, à Caroline. Toi, tu en es où au niveau de la levée de fonds? Combien tu cherches? Comment tu t'y prends? Par rapport à ton retour d'expérience, est-ce que tu as des conseils à donner aux personnes qui nous écoutent et qui souhaiteraient aussi, par rapport à leur projet, lever des fonds, et peut-être Ouais, bien aussi sûr. en fonction de, est-ce que c'est une première levée de fonds, est-ce que c'est une deuxième, comment il faut s'y prendre, comment on peut faire pour gagner du temps et réussir la levée de fonds. Alors, pour moi, il y a pas vraiment de plateforme ou de règles et parce que les choses évoluent tellement vite et ce que je trouve très intéressant, avec, Francis et même, l'idée que j'ai eue par rapport à de petits investisseurs qui m'ont demandé: «Mais moi, je veux juste faire 10 par an et être sécurisé». C'est justement, la créativité des entrepreneurs à faire en sorte que finalement, leur proposition d'investissement, on le market aussi. On le market dans le sens où on va s'adapter, à différents types d'investisseurs. Parce qu'effectivement, si on va que sur les fonds d'investissement avec une entreprise qui a déjà X salariés et qui roule, qu'est-ce qui se passe en fait pour les entrepreneurs qui ont un fort potentiel, mais qui font des ventes, mais qui n'arrivent pas à passer au stade de l'équipe? Et moi, je m'intéresse beaucoup à ça parce que c'est que sur ma première start-up, c'est là où j'en étais. J'étais en train de construire l'équipe avec la levée de fonds, j'avais 2 associés salariés et en fin de compte, il faut quand même un montant assez important pour passer, de l'entrepreneur à l'équipe et c'est ça la difficulté et donc on voit que ce soit Francis ou moi ou j'imagine Jean-Luc aussi, on imagine des solutions, qui vont permettre en fait de rediviser le risque et aux gens d'être aussi en quelque sorte des petits BA mais qui vont suivre le projet aussi, dans l'œuf, enfin entre guillemets «dans l'œuf» parce qu'on est quand même, avancés au sens où nous on s'est impliqués financièrement et cetera donc c'est pas non plus, voilà, il y a du concret, il y a des choses, concrètes, des chiffres à montrer, des nombres de personnes intéressées, voilà, on veut s'adapter et d'ailleurs toutes vos questions en tant que petits investisseurs sont intéressantes pour qu'on trouve en fait ce juste milieu entre soutenir, le projet et les produits et en faire, quelque chose de grand ensuite ensemble. Et aussi si vous avez suivi le projet un petit peu investi, avoir des offres pour évidemment les premières personnes. Parce que moi j'en suis au tout début pour ça, parce que j'ai vraiment attendu justement d'apporter une valeur immatérielle, de savoir qui étaient mes clients, avant de proposer un business plan. Je voulais qu'il soit concret, basé sur des chiffres concrets et p comparé à ma première start-up où j'avais vendu de l'investissement sur papier, bon, c'est vrai que j'étais sortie de Thalès avec un prix, j'avais une équipe, mais c'était un petit peu là, c'est un peu l'inverse. Je pars du produit qui se vend, et des services qui vont avec et l'équipe servira à les développer. Donc j'ai pris quelque chose de beaucoup plus concret et ça me correspond mieux et je pense que c'est aussi plus sécurisé, pour toute personne qui voudrait, finalement être dans le projet. Ou même déjà, le produit est déjà utile aux entrepreneurs pour développer, leur communauté. Donc non seulement ils peuvent acheter, mais ils peuvent Mmh. aussi investir et je suis en train de prévoir des offres entre les différents systèmes d'investissement justement, pour que les gens qui investissent dans les bijoux aient une offre intéressante de parts aussi ensuite et inversement ceux qui investiraient beaucoup dans les parts, aient une offre sur les produits. Parce qu'on pourquoi s'en passer en fait de ce marketing de l'investissement? Voilà, j'ai envie de dire,
Les investisseurs vont être d'autant plus impliqués qu'on s'adapte à leurs besoins. C'est vrai aussi pour les clients. Quand on s'adapte aux besoins d'un client, il a envie de revenir, il se sent écouté, il se sent compris et en fin de compte, son achat et mettre de l'argent pour lui et devient naturel et non forcé, normal. C'est pas aussi comme tu disais dans le monde financier, ces gens qui veulent faire de l'argent. Il y a pas que ça, en fait, dans un projet. Il y a pas que l'argent. Il y a la durabilité de faire de l'argent. Pour ça, il faut trouver sa communauté, les besoins remplis et les valeurs qui vont avec. Ouais, en fait, il faut trouver finalement par rapport à son projet, le profil d'investisseur qui va bien. Parce que on peut avoir trouver des investisseurs qui vont accompagner, qui sont autant intéressés pour accompagner le projet, Mmh. parce que un, le projet les intéresse. Deux, il peut y avoir, parce que je parlerai aussi du coup de la levée de fonds de Wallcrypt, de ce que fait Wallcrypt, parce que je suis vraiment en plein dedans. En fait, donc le profil, c'est soit je veux faire de l'argent, mais enfin tout le monde veut faire de l'argent, quoi qu'il en soit en fait. Hein. Oui, tout le monde veut faire Oui. de Tout le l'argent, monde veut faire de bien sûr, l'argent, on est bien d'accord. Maintenant, le monde veut faire de l'argent. maintenant sur toutes les personnes qui souhaitent faire de l'argent, il y a ceux qui vont s'impliquer dans le projet et ceux qui vont regarder les compteurs une fois tous les un coup de temps en temps, en fait, pour savoir si leur investissement est intéressant ou pas, exactement comme par Mmh. exemple quand on investit dans de la crypto-monnaie, quoi, finalement. Hein. Ouais. Voilà. Et puis je dirais aussi quand Et même qu'il y a aussi le côté, je dirais donc j'investis dans une entreprise parce que si cette entreprise fonctionne bien, ça va aussi booster ma propre activité. Il y a aussi cet intérêt-là. mmh, Hein. Mmh. Voilà. Donc, ouais. et d'ailleurs, si vous voulez bien, je vais prendre quelques minutes pour présenter, enfin pour Vas-y, parler à toi. à Stéphane. Voilà, on m'a donné la parole, puis après je reprendrai comment je dirais la présence. Je ferai une petite présentation de ce que fait Wallcrypt. Hein. Voilà, Stéphane, tu as la parole. Oui, bonjour, vous m'entendez bien? Oui, on t'entend, oui, tout à fait, oui. Bon, alors moi je suis Stéphane. Bon, je ferai pas de profil parce que il y a LinkedIn et après je pense que si ma parole elle est bien, vous l'entendez. Si elle est pas bien, ben là vous l'entendez pas, c'est pas grave, hein, je veux dire. J'ai fait partie de commissions d'agrément pour les banques avec trois, quatre banques, des ingénieurs, c'était VAR Initiative à l'époque pour accorder des crédits. Moi je trouve que vous avez très bien présenté votre projet, qui était très bien dans l'aspect général, mais concrètement, qu'est-ce que vous vendez? Combien vous vendez par jour? Combien vous sortez sur un trimestre? Combien vous sortez à l'année? Et combien vous gagnez d'argent en fait? Moi, ce serait ça ma question réellement. Si je devais poser que j'ai quelqu'un, quand je fais des commissions d'agrément, par exemple, j'ouvre un restaurant, je fais esthéticienne à domicile, je vends des t-shirts. Mais combien vous devez vendre de t-shirts par jour pour arriver à une rentabilité? À combien vous allez en vendre plus? À aujourd'hui, combien vous avez réussi à faire rentrer d'argent? Est-ce que vous êtes toujours dans les clous? Combien vous dégagez de profit? Combien vous dégagez de revenus pour l'entreprise? Si vous en dégagez, combien vous mettez dans l'autofinancement? Moi, je serais à peu près sur ces questions. Ouais, D'accord. ça c'est des questions, moi, enfin, je peux répondre, déjà pour ce qui me concerne. Donc, c'est des questions qui sont effectivement hyper avancées, qu'on peut évoquer, en présentant un business plan, et donc rentrer plus dans les détails financiers. Là, pour ce qui nous concerne, en tout cas pour ce qui concerne Connect, nous, on est en début de commercialisation. On a lancé notre produit, de gestion de flotte en juillet. Donc aujourd'hui, on a, un peu de MRR, mais pas encore suffisamment parlant pour pouvoir dire voilà, on fait tant de marge, tant de trucs, et cetera. On est en phase voilà, de levée pour accélérer justement la commercialisation. Donc pour répondre à ta question, je et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle aujourd'hui on s'adresse pas encore aux banques, parce que les banques ont besoin de ce genre de Mm. réponse. Mm. Ils ont besoin d'avoir éventuellement un bilan, 2 bilans derrière, pour pouvoir faire une vraie analyse et accompagner. Aujourd'hui, ça n'est pas encore notre stade. Je pense que après, je laisserai Caroline et Jean-Luc répondre, mais aujourd'hui, on va chercher des fonds justement pour atteindre ce stade et aller voir les banques dans 1 an ou 2 en leur disant: «Bah, voilà, tant de revenus, tant de rentabilité, tant de, tout ce qu'un banquier veut bien entendre, quoi». Oui, je pense qu'effectivement, là, aujourd'hui, on est, enfin, le sujet, c'est de lever des fonds pour les startups dans le monde du Web3, ce qui veut dire qu'en réalité, on n'est pas dans des activités traditionnelles, comme par exemple ouvrir un restaurant, où il y a déjà des indicateurs bien précis. Si on veut ouvrir un restaurant, on sait où on va, on sait combien on peut faire de couverts, alors que quand on est dans le monde de startup, un modèle économique peut être remanié X fois parce qu'on croit qu'à chaque fois c'est le bon modèle économique, on s'aperçoit que non, on le retravaille.
Et là, ensuite, comment je dirais, c'est là où on va chercher effectivement des personnes qui vont faire de la vraie prise de risque, qui vont investir dans le projet parce qu'ils croient au projet, sachant qu'ils prennent effectivement un risque. Ça peut clairement ne pas marcher. Un restaurant, c'est beaucoup plus, on prenait l'exemple du restaurant, mais un restaurant, c'est beaucoup plus traditionnel, c'est beaucoup plus normé. Donc, dans un restaurant, pour que ça marche, en fait, comme on disait toujours, il y a 3 règles. Le premier, c'est l'emplacement, le deuxième, c'est l'emplacement, et le troisième, c'est l'emplacement. Comme l'IMO. Hein j'ai fait un investissement financier, donc il n'y a voilà, pas de souci, je connais. Mais par contre, dans des startups, qui peut dire que la startup de Caroline ou de Francis... Caroline, elle fait des bijoux, par exemple. Donc, elle sait quand même un peu combien elle en Ouais. vend, combien ça lui coûte, combien ça projette. Donc, Après, c'est pas des questions pièges, c'est que je suis vraiment intéressé. Ah non, mais on le prend pas du tout comme une question piège. Au contraire, c'est une question très intéressante. En tout cas, Francis, félicitations, parce que tu as bien décoffré des fonds propres personnels à 600 000 euros. Et il faut vraiment y croire et avoir des grosses couronnes. Donc déjà, rien que pour ça. On est d'accord. Chapeau, mon gars. Et ça rassure, et ça rassure les investisseurs. Oui. De voir un founder impliqué et qui effectivement met toutes ses couronnes dedans, ça rassure et je pense que c'est une bonne chose. Tu vends ta RP et absolument. tu l'envoies dedans. Chapeau, C'est mon clair. gars. Bravo. Merci. Il n'y a pas que les coronesses, les femmes aussi en ont. Du courage et de l'implication. Donc, pour répondre à la question, moi, plein d'énergie, effectivement. Ouais, il faut beaucoup d'énergie aussi, parce qu'on a aussi plein d'autres choses dans sa vie, notamment de maman quand on est maman aussi. Même si on partage le temps, en fait, notre implication en tant que maman, il faut aussi la prendre en compte. Donc voilà, il y a plusieurs choses, la vie privée, la gestion de la vie privée, le professionnalisme, plusieurs choses qui rentrent en compte pour vraiment le profil de l'entrepreneur, sa capacité au risque et en même temps à faire de l'argent. Donc moi, personnellement, je l'ai fait parce qu'on m'a commencé à m'acheter des bijoux et aujourd'hui, j'ai un concept store rentable. Donc je suis rentable sur le loyer. Donc j'ai fait 3 mois l'hiver dernier en éphémère, qui m'a permis de faire un x4 avec notamment des artistes qui ont voulu les connecteurs et exposer dans le concept store. Et du coup, ça m'a permis de commencer la saison avec 3 mois d'avance. Et aujourd'hui, j'arrive au moment où je dois passer cet hiver au-dessus du loyer, éventuellement me sortir de l'argent ou en remettre dans le projet suivant les possibilités. Donc voilà, au niveau et apprendre à avoir un commerce et faire tourner l'argent, ça m'a appris énormément de choses concrètes. Ce qui, dans le Web 3, est rare, puisque dans le Web 3, on est quand même plus, en général, derrière un ordinateur avec des services. Et moi, pour la première fois, je vends des produits et j'aime ça. Je trouve ça vraiment chouette de pouvoir montrer aux gens à quoi ça sert et ces technologies pour les créateurs et les vrais échanges humains. Donc c'est vraiment, moi j'ai choisi le concept store, même si d'après les business models, je pourrais distribuer en ligne. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire aussi, puisque je suis en train de finir de concevoir le e-commerce, parce qu'on ne peut pas se passer évidemment non plus de vente sur Internet. Mais les données que j'ai récupérées sur le terrain, qui sont mes clients, pourquoi ils achètent, et quels sont les arguments qui les font venir, ça, c'est de l'or en fait. C'est de l'or. Et je conseille à tout entrepreneur de récupérer un maximum sur un marché froid parce que moi, j'ai de tout. J'ai des personnes âgées qui ne comprennent rien et j'ai des enfants qui trouvent ça trop cool. Voilà, donc l'idée, c'est de savoir à qui ça parle, à qui ça sert et quels sont les services derrière en fonction de, comme je vous dis, pour le mariage, le souvenir de mariage, etc., c'est un positionnement particulier de ces technologies. Et encore plus quand on est dans des technologies amont, on doit vraiment... il y a plusieurs possibilités pour le marché, en fin de compte, mais il y en a une qui va tracter tout le reste. Et même si je lève des fonds, en fait, je resterai toujours sur ces informations du terrain, parce que l'idée, c'est d'aller vraiment dans une verticale pour faire assez d'argent pour rendre rentable, et ensuite de développer d'autres objets et d'autres services. Donc évidemment, là, j'ai des prototypes, on va dire, et j'ai des gens qui me proposent aussi de dire: «Moi, je voudrais un objet comme ça, moi, je voudrais intégrer dans un sac», et cetera. Donc j'écoute aussi les besoins du marché.
Et ce que Voilà, tu dis, où c'est j'en vraiment intéressant parce que on parle du Web 3, mais il faut pas faire du Web 3 pour faire du Web 3. Mm. Il faut exactement. que, effectivement, le Web 3 correspond vraiment, apporte une vraie valeur ajoutée par rapport, on va dire au Web 2, quoi, hein, de manière générale, quoi, qu'il y ait une vraie valeur ajoutée qui soit apportée. Hein, ça, c'est vraiment quelque chose de très important, comme Francis, voilà, par rapport à la blockchain, une traçabilité. Finalement, cette traçabilité du suivi du véhicule, elle est mise sur la blockchain et puis on peut plus le modifier, qu'on peut plus tricher, quoi. Voilà, donc Ouais, c'est ça, c'est juste une couche technique, ouais. Oui, oui, c'est une couche complètement. technique, mais qui est importante. Sa valeur Mm. ajoutée, elle se trouve à ce niveau-là. En fait. Hein, c'est de Oui. dire, on fait pas du Web 3 parce qu'en fait, on est des geeks. On fait du Web 3 parce que Mm. le Web 3 amène quelque chose de très intéressant. Par exemple, C'est ça. on déborde un petit peu, mais par exemple, dans le monde de la formation, il y a de la fraude à l'échelle mondiale sur les diplômes, puisqu'aujourd'hui, on peut acheter un diplôme et prétendre avoir un niveau de diplôme. Eh bien, toutes les universités aujourd'hui sont en train de blockchainiser les diplômes pour justement résoudre ce problème qui est pas un petit problème quand même, qui est un problème finalement de triche au niveau sur l'emploi, mais qui peut mettre aussi en péril la notoriété d'une université s'il y a trop de fraude, je dirais, donc de diplômes revendiqués par cette université. Yes. Voilà. En tout cas, je vous Donc, remercie de la sincérité de vos réponses et de l'attention que vous avez portée à ma question. ah ben, Merci Stéphane. Merci. oui. Merci, Stéphane. Voilà, donc du coup, je prends quelques minutes. Je vais peut-être aussi, voilà, présenter, parler 2 minutes de Wallcrypt. Wallcrypt, donc, c'est une société qui a été créée il y a maintenant 5 ans. En janvier, on va attaquer la 6e année. Et donc, pour faire très simple et pas prendre trop de temps, eh bien, le modèle économique de Wallcrypt, qui se positionne aujourd'hui, c'est de développer en fait une maison d'édition internationale, mondiale, spécialisée, dédiée au secteur des nouvelles technologies. Et quand je dis nouvelles technologies, c'est aussi bien le Web 3, l'intelligence artificielle, les ordinateurs quantiques qui vont arriver. Donc, pourquoi avoir choisi, je dirais, ce modèle économique? Eh bien, tout simplement, pour les personnes qui ne savent pas, Wallcrypt a créé il y a 2 ans, en fait, ce livre avec 60 experts. Donc, c'est une encyclopédie qui résume finalement chaque article a été écrit par un auteur et qui va permettre, eh bien, de comprendre ces technologies en un seul livre. Le second livre va sortir avant la fin de l'année, à nouveau avec 60 experts. On va parler d'intelligence artificielle, de toutes les nouveautés qu'on peut trouver dans la blockchain. Et puis, en discutant, eh bien, j'irais donc les auteurs du livre, et on s'aperçoit qu'effectivement, eh bien, il y a une vraie attente, je dirais, de la part de certaines personnes d'écrire des livres euh, et de pouvoir se réunir, s'entraider pour pouvoir créer ces livres et d'en faire aussi la promotion. Donc Wallcrypt, son modèle économique va être double. C'est d'abord, eh bien, de lancer cette maison d'édition qui est déjà finalement plus ou moins en cours, en utilisant la technologie, je le précise, de l'impression à la demande, du print on demand, notamment qu'a mis en place, entre autres, Amazon. Et Amazon est devenu, en très peu de temps, le 3e plus gros éditeur au monde, puisque le principe, c'est très simple. Vous soumettez votre bouquin, en fait, à Amazon et Amazon va imprimer au fur et à mesure qu'elle la demande et vous avez là-dessus, du coup, gérer donc une marge qui est extrêmement intéressante. Et le modèle économique, ça va être, eh bien, de pouvoir proposer à tous les auteurs de cette technologie du Web 3, eh bien, d'intégrer la maison d'édition Wallcrypt. Et en parallèle à ça, eh bien, donc il va y avoir effectivement, on a lancé le club d'affaires Wallcrypt. Aujourd'hui, on a déjà plus de 300 personnes sur la France et un peu l'international. Et un partenariat vient d'être fait avec la société MyDID, une société spécialisée dans l'identité décentralisée. Et en scannant un simple QR code, on va pouvoir devenir, eh bien, membre du club. Donc concrètement, l'objectif, c'est toutes les personnes qui vont acheter les livres vont pouvoir scanner un QR code, devenir membre du club Discovery, par exemple. Et l'objectif, c'est de développer une forte communauté à l'international qui montre son intérêt pour le Web 3, l'IA, les nouvelles technologies. Et actuellement, donc, le modèle
le Wallcrypt, nous on est parti sur du BSAR, bon de souscription en action, à travers la société Seed Legals. Et donc là, c'est pareil, ça répond à une attente rapide, c'est-à-dire que les personnes qui souhaitent investir dans Wallcrypt, on a fixé un montant pour les particuliers, un montant pour les entreprises minimum, et c'est très rapide, il suffit juste d'aller sur Seed Legals. Nous, on vous envoie un lien, vous signez. Nous, on aura juste mis au préalable vos coordonnées. Vous signez les documents, vous envoyez les fonds, on valide, ça y est, le BSAR est prêt. Et ensuite, on définit à quelle date, eh bien, on va débloquer les BSAR. Voilà, donc le site s'appelle Seed Legal. Donc, j'ai choisi cette solution-là parce que c'est très simple d'utilisation. Et surtout, ça répond à une vraie attente, puisque une vraie attente de dire on a besoin des fonds maintenant, on n'a pas besoin des fonds dans 2 ans ou dans 3 ans. Hein. Donc, je vais mettre effectivement le lien dans le chat. Voilà, je vais me mettre dessus, Seed Legals. Donc, ça fait du Ouais, BSAR. Oui, vas-y. J'en profite pour ajouter 2 mots sur le BSAR. C'est pareil, c'est un dispositif qui est très, très bien, qui permet en fait de faire un bridge avec la levée finalement, puisque, comme tu le disais à juste titre, c'est un process qui est très rapide. Le temps de signer le contrat, et cetera, bah, ça permet en fait, à l'investisseur de faire son virement dans les jours qui suivent. Contrairement à une levée plus traditionnelle où là, il faut que tu attendent que tous tes investisseurs, en fait, il faut que tu attendes d'avoir bouclé la levée. Si tu lèves, 1 000 000, bah, il faut que tous les investisseurs à hauteur d'1 000 000 soient prêts, Mm. tout documenté, machin, pour ensuite déclencher le virement et ça prend 6 mois, ça prend 9 mois parfois et l'avantage des BSR, c'est que, bah, c'est du bon de souscription, c'est bon de souscription enfin rapide en fait, En hein, action, ouais, avec action rapide. ouais, Ouais. en action, voilà, c'est ça. Donc ça, c'est un super truc, ouais. Ouais. Oui, c'est vraiment, il y a une très grande tendance actuellement sur le BSAR parce que si vous souhaitez par exemple investir, on va dire par exemple dans Wallcrypt, vous dites bah voilà, moi je vais mettre 2500 euros, on enregistre dans BSAR, sur le site en ligne, je l'ai mis dans le chat, vos coordonnées, on appuie sur un bouton, ça a été créé par des avocats en fait, hein. Donc les documents sont générés automatiquement, vous recevez les documents, vous signez, vous envoyez les fonds et nous en retour on valide et du coup c'est voilà. Donc c'est vraiment extrêmement simple et très rapide et ça répond vraiment aux attentes des investisseurs. Nous actuellement Wallcrypt, on est en train de lever 300 000 euros pour mettre en place une équipe pour lancer la maison d'édition Wallcrypt et aussi pour bien développer plus précisément le club. Voilà. Et donc parmi les profils, les personnes qui sont en train effectivement de rentrer dans le capital, ce qu'on disait tout à l'heure, on va retrouver des personnes qui sont elles-mêmes intéressées par le projet. Jusque maintenant, on a plutôt des personnes, sauf une personne. J'ai une personne qui est dans l'immobilier qui souhaite diversifier, et autrement plutôt des personnes du Web 3. Donc et ça a été vraiment extrêmement simple. Ça, c'est vraiment le côté très très intéressant parce que faut peut-être préciser aussi, hein, Francis, que le BSAR, c'est important pour les personnes qui nous écoutent que ça permet, vous devenez actionnaire de la société. Hein. Oui, Quand on à libère, terme, au moment une fois qu'on c'est libère ça. les bons de souscription à une date donnée, moi par exemple, j'ai mis au 1er janvier 2026, les bons de souscription seront, je dirais, transformés, enfin, débloqués pour pouvoir ensuite passer en action. Donc, ce sont vraiment des actions. La personne devient vraiment actionnaire de l'entreprise. Ça, C'est c'est... ça, c'est ça. Et tu as possibilité également pour, les souscripteurs de BSR de leur proposer une décote de l'action. Oui, Hem, voilà, enfin 10-20 parce qu'ils arrivent en fait, ils prennent plus de risques, hein, par rapport aux futurs investisseurs et donc du coup, bah, ils ont une sorte de réduction, qui paye la prise de risque. oui, Donc ça, c'est voilà, aussi super ça intéressant. c'est vraiment intéressant parce que les personnes qui rentrent maintenant, par exemple dans Wallcrypt, hein, même si la société existe depuis 5 ans, pareil, j'ai mis énormément d'argent dans Wallcrypt, hein, avant maintenant d'avoir un modèle économique bien défini. Mais pour les personnes qui rentrent maintenant, là, on va passer à une phase très active
l'objectif, c'est de sortir 18 livres en fait en 2025 et d'avoir 50 000 membres dans le club. Donc, il est évident que les personnes qui rentrent maintenant prennent plus de risques qu'une personne qui va rentrer dans un an. Si dans un an, on fait plus d'1 million de chiffre d'affaires, évidemment, on sera peut-être déjà même plus en BSAR, on verra, mais les conditions ne seront forcément plus les mêmes. Donc, Yes. plus on rentre tôt, plus on prend du risque et plus et plus aussi c'est intéressant. Même si, donc là, il y a une question. Hop, on va se remettre dessus. Je vais aller vite. Alors, Oui, je te peut-on réponds combiner oui, le Love Alexandre. Money, le BSAR? Tout à fait, ouais. En Ouais, permettant complètement. des membres de la famille de souscrire également. Voilà. Pour ta deuxième question, Alexandre, combien de temps entre le début du BSR et sa clause en général? En fait, alors moi, c'est pareil, j'ai mis en place du BSR et en fait, tu as 2 choses. Tu as soit, le BSR est donc, transformé en action au moment du bouclage de la levée. Donc, là, les BSR, nous sont en cours. La levée traditionnelle doit être bouclée, en juin 2025. Donc, l'élément déclencheur, c'est le bouclage de la levée ou si la levée n'est pas faite, c'est au bout d'un temps que tu indiques. Donc, nous, on avait indiqué 2 ans. Et donc voilà, donc c'est l'élément déclencheur, c'est soit la fin de la levée, soit la durée que tu mets. Et généralement, tu mets 2 ans. Oui, voilà. Donc, il y avait aussi une question, c'est-à-dire investir dans une entreprise, c'est pas forcément, effectivement, d'ailleurs, je dirais, donc, de donner des parts de l'entreprise. Puisque je crois que d'ailleurs, la solution Asgood, les personnes ne sont pas actionnaires, il me semble, hein. Oui, absolument. Le revenu-based financing, non, ils ne sont pas actionnaires. C'est un peu, moi, je le compare un petit peu à du crowdfunding, même si c'est pas du tout la même chose, mais c'est quand même un petit peu pareil dans le sens où les gens, en fait, là, ils achètent le droit, quelque part, d'avoir des redevances. Mais ils ne sont pas dans le capital. Donc, c'est pour l'entrepreneur, c'est du non dilutif. Donc, ça, c'est pas mal aussi. Donc, oui, là, ils rentrent pas du tout dans le capital. Contrairement au BSR où les BSA sont transformés en actions et donc là, pour le coup, ils ont des parts du capital. Oui, le BSR était intéressant, je dirais donc en phase de démarrage parce que c'est très souple et puis ça permet effectivement de proposer plutôt que d'aller chercher des personnes qui vont mettre des sommes peut-être plus importantes, ça permet d'avoir plus de personnes qui vont rentrer, je dirais donc qui vont entre guillemets financer le développement de l'entreprise, c'est ça en fait. Euh, mais comment je dirais, ça peut être, c'est vrai qu'il y a beaucoup de solutions quand on veut, et c'est pas toujours facile. Il y a beaucoup de solutions. On va donner après la parole à Stéphane. Mais enfin moi je sais que je ne connaissais pas le BSAR quand on me l'a présenté, j'ai tout de suite accroché. On dit mais voilà, c'est très simple parce que bon, enfin, j'ai eu plusieurs sociétés dans ma vie et j'ai fait d'autres levées de fonds. C'est assez compliqué quand on fait rentrer en système traditionnel, comme tu dis. Il faut faire une assemblée générale extraordinaire. Mmh. Enfin, il y a tout un processus en fait administratif qui est quand même assez lourd et qui est pas toujours adapté à des startups au moment où on cherche des fonds. Voilà, donc je donne la parole à Stéphane. Oui, on t'écoute. Merci beaucoup. Moi, ton projet Wallcrypt, je trouve ça bien, mais j'aurais besoin d'une précision sans te commander si ça te convient. Bien sûr. À combien minimum on peut rentrer? 5 000, 10 000, 15 000, 20 000. Donc c'est Est-ce que tu 2005 prends 2500 euros minimum pour les particuliers et 5000 pour les entreprises. en USDT, du USDC ou en euros? Alors c'est en euros, mais je vais Ah, tu vas regarder me faire très prendre des sérieusement la crypto. plus-values. Tu Alors vas je me vais faire regarder. prendre des plus-values. Parce que moi, à la rigueur, Oui, ça part un peu. Bon, moi, je suis pas riche, mais 5 000 ou 10 000, je peux les mettre, tu vois. Et ouais. c'est vrai que ça, si tu prends de l'USDC ou de l'USDT, c'est très pratique, ça évite la flat tax. C'est pour ça. Oui, Voilà, c'était juste une évite. Je question sais pas si ça d'intérêt. évitera quand même la flat tax. Alors pour être franc avec toi, c'est vrai que Wallcrypt dans le monde du Web3 on est quand même pas mal connu. Et là, alors est-ce que c'est parce qu'actuellement voilà il y a une flambée de la crypto, voilà donc merci Trump, voilà en passant. Mais on ne sait pas ça durera, mais on l'espère, enfin, on y croit tous de toute manière. Donc c'est vrai que dans le BSR, moi j'avais pas prévu la crypto-monnaie, mais là ça fait plusieurs demandes que j'ai, donc du coup je suis en train de voir ça très sérieusement. Ju Mais Justement, je voudrais en parler, si tu veux bien.
Oui, Jean-Luc, parce que moi, j'ai eu quelqu'un intéressé pour investir, en particulier sur la partie art, parce qu'il y a le bijou, mais il peut y avoir la pièce d'art aussi, on va dire sur la niche du luxe, mais aussi grâce au Web3. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut vraiment scaler l'investissement aussi grâce au Web3. Et ce monsieur était dans un cabinet de conseil qui justement aide à la régulière, enfin, comment on dit, j'ai pas les mots de la finance, mais en gros, il aide à faire en sorte que le token soit PSAN, etc. Donc c'est très intéressant parce que je trouve que justement on est du Web3 et on utilise les BSAR, les choses concrètes d'aujourd'hui, parce que toute la partie juridique en fait est basée là-dessus. Et du coup, je sais pas pourquoi on me demande d'activer le micro, il est déjà activé. voilà. Voilà, je voudrais revenir là-dessus, effectivement. Pourquoi on fait du BSAR alors qu'on est dans le Web3? Parce que faut voir aussi que de l'autre côté, il faut être franc aussi, il y a quand même Mika, qui vient un petit peu, il y a toute la partie réglementation européenne où on sait pas trop quand même malgré tout où on va. Euh, donc ça complexifie d'un point de vue aussi administratif, je dirais. Donc c'est ça peut complexifier le dossier, quoi. Alors, c'est très pratique d'accepter par exemple de la levée de fonds crypto, des solutions crypto, parce qu'il y en a d'autres aussi qu'on m'avait proposé. Mais moi-même étant fervent défenseur, je dirais, de tout ce qui est nouvelle technologie, notamment, je dirais, blockchain, crypto, tout ça, on s'aperçoit qu'après, quand on est dans le dur au niveau du business, pour lever des fonds, on se dit, ma merde, qu'est-ce qui va se passer, comment on va gérer ça, quoi. Je pense que d'ici 1 an ou 2, on y verra peut-être plus clair aussi. Alors, Qu'est-ce que vous en pensez? il y a quand même il y a quand même des solutions. Alors, déjà, c'est pas parce qu'on est dans le Web3 qu'on peut pas lever des fonds traditionnels. On reste quand même des entreprises Oui, immatriculées au registre du Ouais, surtout commerce. en France, ouais. Donc voilà, donc de toute façon, et puis en tant que start-upper, aujourd'hui, il faut s'ouvrir à tous les moyens de financement. tout à fait. Mais sinon, s'il y a des gens qui veulent investir en crypto, ça reste quand même possible, puisque aujourd'hui, tu as la possibilité d'avoir des comptes hybrides. Donc, il y a quelques banques, enfin quelques startups qui proposent ce type de solution et qui permettent en fait aux souscripteurs de payer en crypto. Et puis ensuite, c'est swappé en euros ou en ce qu'on veut. Donc du coup, ça arrive sur le compte en banque en euros. Donc ça, c'est quand même possible. Oui. Et puis les solutions, alors moi, pour le coup, je prêche pour ma paroisse, mais les solutions comme le Revenue-Based Financing, on peut payer en fiat, donc en euros, mais on peut payer également en USDC. Puisque du coup, c'est un produit pur Web3 pour le coup. Donc les deux moyens de paiement sont possibles. Tout à fait, tout à fait. Alors, c'est pas que je disais que les moyens de paiement sont possibles ou pas possibles, c'est que je disais Mmh. qu'ensuite, d'un point de vue purement administratif, Réglementaire, oui. Mmh. réglementaire, Parce que Ouais. c'est des fois plus, ça peut être un casse-tête quand même, quoi. ouais, aujourd'hui, les Voilà. liens sont pas directs en fait entre proposer un token crypto et le faire dans la légalité. Ou alors il faut démarrer sa boîte directement à l'international, à Dubaï ou ailleurs, ce qu'on n'est pas en Ah oui, fait, puisqu'on est bah, des startups françaises. Et il y a ça aussi qui doit vraiment être pris en compte. Après, moi, j'utiliserais plutôt le token en termes d'utilité et de récompense, donc un token plus marketing, qui, à terme, si l'entreprise se développe à l'international, pourrait prendre Alors, aussi. je suis désolé, mais on arrive à la fin, je dirais, de l'émission. On avait dit qu'on n'avait pas trop dépassé. Donc, on va devoir mais on a refaire tellement de choses à d'autres raconter. webinaires parce qu'il y avait d'autres choses. On voulait parler aussi d'autres Eh choses, oui. justement, de la partie internationale. Est-ce que, est-ce qu'il y a plutôt, effectivement, des personnes, les investisseurs viennent plutôt, je dirais, plus facilement, je dirais, de l'international ou de la France, hein. Eh ben, ça Mais fera l'objet d'un épisode Ouais, 2. on en voilà, refera, on peut voilà. faire un On en épisode refera. 2. J'ai bien l'intention de refaire effectivement des webinaires sur les levées de fonds. Parce que, en tout cas, on vous remercie. C'est vraiment très, très intéressant, très enrichissant d'avoir effectivement, je dirais, vos retours d'expérience. Donc, ce que je vous propose, c'est peut-être un mot de la fin, Caroline, et puis un mot de la fin, Francis. Et puis, pour les personnes, je remercie aussi toutes les personnes qui ont suivi, je dirais, donc, ce webinaire. Et puis, vous pouvez nous retrouver sur nos comptes LinkedIn. Voilà, Caroline, je te laisse la parole. Quelques, voilà, Déjà, quelques mots. merci encore à la chaîne Wallcrypt. Merci à vous aussi parce que j'ai appris plein de choses
Et ce qui compte, c'est toujours d'être plusieurs entrepreneurs à partager parce qu'on peut vraiment trouver des solutions qui sont pour nous. Donc moi, j'ai beaucoup appris sur les différentes plateformes et solutions aujourd'hui. Et voilà, j'espère que ça peut répondre à des besoins d'investissement. Moi, ça peut être franchement à partir de 1 000 € dans les matières premières du bijou, jusqu'à des parts de société. Donc je cherche à lever 2 millions parce que j'en ai pas parlé du coup des montants. Donc j'ai mis 200 000 en immatériel et je cherche à lever 2 millions. Donc je vous ferai un petit calcul de valorisation des parts si vous voulez, parce que je l'avais déjà fait pour ma première start-up. Pour savoir à combien sera évaluée la part aussi, c'est intéressant de projeter sur 10 ans. Avec deux levées de fonds, en général, il y a un premier round et un deuxième. Donc voilà, je peux faire tous ces calculs et vous les mettre Très bien. par Et pour te écrit. contacter, on va sur Essayer. LinkedIn. Oui, sur LinkedIn. Après, je vais mettre le petit lien vers ma carte digitale. Comme ça fait une petite démo aussi. Et n'hésitez pas, il y a un petit bouton pour ajouter au contact. Prenez le lien et vous ajoutez au contact sur votre téléphone et vous pouvez me joindre voilà, quand vous le souhaitez. À très bientôt et merci. Merci Caroline. Voilà, Francis, quelques mots pour la fin. Ouais, bah écoute, encore merci à toi, Jean-Luc, pour ce webinaire. Merci à tout le monde d'avoir participé. Bah moi, ce que j'invite les gens à venir à me contacter. Alors d'abord pour s'ils ont besoin de conseils sur les investissements ou autres, voilà, je commence à avoir un peu d'expérience sur le domaine, donc je serais ravi de partager. Et puis ceux qui veulent souscrire, eh bien avec grand plaisir. Ça se passe sur www.codnect.com/investir. Je vais pouvoir mettre le lien. Et puis, donc souscription à partir de 100 € en revenu-based financing. Et ceux qui souhaitent mettre du BSAR, nous, notre ticket d'entrée est un peu plus important là que le RBF, c'est 10 000 €. Et donc, les gens sont bienvenus. N'hésitez pas à me contacter également sur LinkedIn. Je réponds à toutes vos questions et merci encore, Jean-Luc. Eh bien, merci à tous les deux d'avoir accepté l'invitation. C'était vraiment extrêmement intéressant. On s'aperçoit qu'une heure, ça passe très très vite en fait. Hein. Voilà. Très rapide. Alors, parce que le sujet vraiment est intéressant. Merci à toutes les personnes d'avoir suivi, je dirais donc ce webinaire. Et puis, si vous voulez me contacter, Stéphane ou n'importe, pour les personnes qui veulent investir dans Wallcrypt, j'en profite aussi. Hein. Donc, vous pouvez me contacter directement sur LinkedIn, donc Jean-Luc Lasquelec. Et je serai donc je serai à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. En tout cas, merci à toutes et à tous. On se revoit une prochaine fois. Je vais d'ailleurs, j'en profite, je vais organiser donc avant la fin du mois pour le 28, notez la date, 28 novembre, il va y avoir un nouveau webinaire qui sera organisé sur justement la valorisation de votre marque. Et ça sera aussi très intéressant, en plus des prochains webinaires que j'envisage d'organiser sur les levées de fonds. Merci à toutes et à tous, et puis à très vite. Merci à tous. Merci. Bye bye. Au revoir. Merci, c'est top.